Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous sommes arrivés au 87e SITREP, nous sommes le 21 avril et Oui. le bilan des violations du cessez-le-feu, je dirais qu'il est à peu près le même que la semaine précédente. À ceci près qu'ils ont mis beaucoup plus assez nettement plus de munitions pour le même score de Ouais. violation de ce cessez-le-feu, hein. Et entre autres beaucoup plus de munitions de très gros calibre, puisque durant la semaine écoulée, donc l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 178 reprises, donc on est à peine à 4 de moins que la semaine passée, donc c'est plus ou moins la même chose. Durant lesquelles elle a tiré 77 obus d'artillerie, 252 et 122 mm, 69 obus de chars d'assaut et 863 obus de mortier de 120 et 82 mm. Bon, bien sûr, je ne vous donne pas le détail de tous les tirs de véhicules de combat d'infanterie, de lance-roquettes, de systèmes de défense anti-aérien, de lance-grenades et d'armes légères, qui, elle, porte le total à 4734 munitions tirées en une semaine, soit 35% de plus que la semaine dernière, donc un bon tir de plus, pas négligeable. Ouais. Des tirs qui ont touché 17 localités de la République, donc on n'est plus au trou pareil que la semaine dernière. Et il faut y rajouter 22 violations et 285 munitions de plus qui ont été tirées durant les dernières 24 heures. Suite à ces bombardements, un soldat de la RPD est mort, 8 civils ont été blessés. Je vais détailler. Donc ces 8 civils ont été blessés lors de 2 événements distincts qui ont eu lieu cette semaine. Ces tirs ont aussi endommagé 20 habitations. Donc, bon, on n'est pas au niveau du bilan de la semaine dernière, mais enfin, ça reste toujours trop quand même. Hein. Ouais. En termes d'armes lourdes, on est toujours à 64 pièces détectées par les services de renseignement de l'RPD côté ukrainien près de la ligne de front. Entre autres, 2 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 3 obusiers automoteurs Gvozdyka de 122 mm, 4 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 4 systèmes de missiles anti-aériens Strela 10, 47 chars d'assaut T-64 et 4 véhicules de combat d'infanterie, de transport de troupes blindées et auto-mitrailleuses. Donc on reste toujours plus ou moins sur les mêmes scores. Et donc à peine un mois, donc le mois dernier on avait parlé de ces cas de tir délibéré de l'armée ukrainienne contre les équipes de travailleurs de la station d'épuration. Un mois après ils ont remis le couvert. Ouais. Donc le 17 avril à 15h40, suite à un changement d'équipe au sein de la station d'épuration de Donetsk, les soldats ukrainiens qui sont stationnés, je le rappelle, dans les tranchées qui sont juste à côté de la station, ont ouvert le feu à l'arme légère contre le bus qui ramenait en fait l'équipe d'employés qui avait terminé son service. Ouais. Et donc il est ramené vers Yassino-Vataya. L'une des balles a touché en fait la rambarde métallique du bus, projetant des éclats de balles et de rambardes un peu partout dedans, et ça a blessé 5 employés à divers degrés de gravité. Il y en a un quand même qui a été touché au cou, donc assez sérieusement, un autre dans le bras. Ils ont bien sûr tous été emmenés à l'hôpital de Yassino-Vataya où ils ont été soignés. Le mois dernier, on avait réussi à échapper à la fermeture de la station. Cette fois, on n'y a pas échappé. La direction de la station a dit que là, ça suffisait les bêtises, qu'ils ne peuvent pas continuer à mettre leurs employés en danger comme ça. Ils travaillent déjà actuellement avec gilet pare-balles et casque. Là, tu vois l'ambiance, quoi, c'est sympa. T'es là en train de travailler dans la station d'épuration, t'es équipé comme un soldat, quoi. Oui. Ça en dit long quand même. Hein. Où sont les chancelleries françaises et allemandes? Que font-ils? Que font-elles? Ils sont occupés avec leurs conneries, avec leurs histoires de Syrie, entre l'Allemagne qui est en train de se débattre avec ses bêtises, comme quoi, non, ils n'ont pas vendu de produits chimiques aux djihadistes, et puis la France qui se gargarise avec Jupiter, là, qui se prend pour... Avec des missiles dont une bonne partie n'ont même pas décollé, ni des avions, ni des frégates. Enfin, c'est incroyable, quoi. On arrive à un point là, c'est. Donc pendant qu'eux sont absents, aux abonnés absents, les 2 garants occidentaux des accords de Minsk, la direction de la station a décidé de fermer cette dernière dès le lendemain. Donc l'équipe qui était sur place depuis le 17, celle qui était arrivée avant l'incident,
a dû attendre jusqu'au 18 après-midi de pouvoir enfin être évacuée avec l'aide de l'OSCE et du ministère des situations d'urgence de la RPD, puisque la partie ukrainienne a bien sûr tardé à donner les garanties de sécurité nécessaires. Ouais. Donc c'est bien, ils sont restés 24 heures, hein, c'est sympa quand même pour les travailleurs. Hein. Ouais. Donc, comme nos auditeurs s'en souviendront, le mois dernier, c'était grâce à l'OSCE hein, que la fermeture de la station avait été empêchée. Bon, cette fois, le vase a débordé. Hein, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la société Eau du Donbass, hein, qui ne veut plus envoyer ses employés donc travailler en gilet pare-balles en priant pour que les soldats ukrainiens ne prennent ni les véhicules de transport ni la station d'épuration pour cible. Je rappelle quand même que depuis 4 ans, hein, l'ensemble du personnel de la station a héroïquement continué à faire son travail pour ne pas priver d'eau les habitants de la République, mais aussi ceux vivant de l'autre côté de la ligne de front, puisque je rappelle que cette station d'épuration fournit de l'eau, entre autres, à Avdiivka. Mais bon, cette fois, c'est vraiment allé trop loin. Il faut savoir que beaucoup d'employés de la station travaillent en famille, hein, donc il y a beaucoup de couples en fait au sein des employés. On a eu par exemple là un cas, l'un des blessés en fait du 17 avril, sa femme travaille aussi dans la station et elle faisait partie de l'équipe qui était venue après. Donc elle était là en train de prier pour que son mari s'en sorte à l'hôpital. Enfin, pendant qu'elle-même était en train de travailler avec gilet pare-balles et casque dans la station et qu'elle a dû attendre 24 heures avant de pouvoir être évacuée. Enfin, tu vois le truc, quoi. Je veux dire, bon, il y a quand même des limites au courage, hein, quand même. Donc, à un moment, il y a le suicide, c'est du suicide, hein. Je veux dire, dans ces cas-là, avoir des néo-nazis à quelques dizaines de mètres d'une station qui sont prêts à tirer sur n'importe qui, n'importe quoi, c'était clair que ça pouvait pas durer éternellement, hein. Éternellement, donc là les limites ont été atteintes, donc une fois le personnel évacué, la station a été mise à l'arrêt pour l'instant, donc pour une période de 5 jours, donc que la direction a espéré pouvoir utiliser pour obtenir des garanties de sécurité solides, faute de quoi l'arrêt de la station serait prolongé. Bon, il semble qu'on va vers un redémarrage ce week-end déjà de la station, c'est en tout cas ce qu'a annoncé Zakharchenko. En tout cas, face à cette situation grave, l'OSCE a de nouveau fait preuve de bonne volonté, donc je leur adresse un grand pouce vers le haut. Bravo, parce qu'ils se sont carrément proposés d'accompagner chaque jour les 2 convois qui amènent et ramènent de la station les équipes de travailleurs pour assurer leur sécurité. Mais bon, pour cela, il leur faut obtenir des garanties de sécurité quand même un minimum fiable de la part de Kiev. Parce qu'il faut se rappeler quand même que y a deux gars de l'OSCE qui ont sauté sur une mine. Hein. Donc, il y a toute une équipe. C'est toute une équipe qui a sauté. Il y a un qui est mort et il y en a 3 qui ont été blessés. Voilà. Et donc ça, c'était une opération commando des Ukrainiens. Hein, enfin oui, ça a été prouvé. Hein, voilà. Donc ils sont prêts à assassiner des observateurs de l'OSCE. Non, ça ne les gêne pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que pendant l'évacuation du personnel et en violation des garanties de sécurité fournies à l'OSCE, l'armée ukrainienne a ouvert le feu vers 14h50 sur la zone de la station d'épuration avec des mortiers de 82 mm, des mitrailleuses lourdes et des armes légères, alors que le convoi permettant d'évacuer le personnel s'était mis en route. Donc, c'est pour dire à quel point ça vaut pas grand-chose les garanties de sécurité données par l'armée ukrainienne. Bon, malgré ça, ça a quand même pas découragé les observateurs de l'OSCE de continuer à se proposer de servir entre guillemets de gilet pare-balles pour les employés de la station. C'est quand même pas top, hein. C'est quand même pas top, mais enfin bon, je tiens quand même à souligner le fait que l'OSCE fait son travail quand même, hein. Donc ça c'est quand même un bon point. Donc les employés de la station, les observateurs de l'OSCE et les représentants du ministère des situations d'urgence qui menaient l'évacuation se sont retrouvés pris sous les tirs, et ce malgré les appels du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu à respecter la trêve. Le bombardement de la zone s'est poursuivi pendant un bon moment, heureusement sans faire de victimes. En termes de gestion de l'eau, suite à comme c'est pas la première fois, la RPD a mis en place des systèmes de flux inversé, et donc de l'eau est envoyée quand même dans les canalisations via les stations de pompage, puisqu'on en a plusieurs, pour ne pas priver 1,5 million de personnes d'eau, puisque je rappelle qu'on est quand même 1,5 million à dépendre de cette station d'épuration. Mais j'ai même pas essayé, mais je pense qu'elle est pas potable, hein. Parce que on n'a qu'une seule station d'épuration sur cette zone-là, c'est celle-ci. Les autres sont des stations de pompage.
Donc on peut absolument pas garantir la potabilité de l'eau. Hein. Bon, puis bon, c'est un système qui a quand même ses limites puisqu'il ne permet pas de desservir toutes les zones qui sont alimentées par la station d'épuration. Résultat, depuis le 18 avril au soir, environ 400 000 personnes se retrouvent sans eau, dont la moitié dans la partie du territoire occupé par l'armée ukrainienne, entre autres dans la ville d'Avdiivka. Et de notre côté, c'est Yassinovataya, Spartak, le nord de Donetsk, Mineralnoye, Yakovlevka, donc toutes les zones qui sont vraiment très proches de la station d'épuration qu'on ne peut pas alimenter en flux inversé. Donc tous ces gens-là, ils sont sans eau potable et sans eau du tout d'ailleurs, sans eau froide. Bon, une situation que bien entendu Kiev compte utiliser médiatiquement pour salir la République populaire de Donetsk, faire croire aux habitants d'Avdiivka et aux Occidentaux que c'est de la faute de la République si les habitants se retrouvent privés d'eau, hein, comme ils l'avaient fait d'ailleurs pendant l'escalade l'année dernière, hein, quand là aussi on avait arrêté temporairement la station d'épuration. En gros, c'était oui, vous regardez, les RPD, ils veulent priver d'eau tout le monde. Enfin, non, vous avez bombardé la station, bande de connards. Enfin, bon, et surtout que ça vous prive aussi de l'eau à vous. Oui, mais voilà, c'est ça. Sur les 1,5 million de personnes qui sont alimentées en eau par cette station, la grande majorité est en RPD. Donc, je veux dire, on n'est pas con au point de la couper pour un oui ou pour un non, quand même. Hein. C'est se mettre une balle dans le pied, hein, quand même, à la base. Voilà. Hein. L'armée de l'RPD, quant à elle, craint une utilisation militaire de cette évacuation, comme la dernière fois, hein, puisque bon, la station dispose d'abris anti-bombardement. En plus, il y a plein de produits chimiques stockés dedans, donc ils peuvent tirer depuis la station d'épuration sans se prendre des tirs en retour, puisque nos soldats, eux, sont pas cinglés et vont pas aller provoquer un désastre régional en tirant sur un endroit où il y a quand même plus de 200 tonnes de chlore stockées. Voilà. Je rappelle que les méthodes utilisées par l'armée ukrainienne, moi ça me rappelle c'est les terroristes hein, de Daesh. Absolument, même sponsor, même méthode, hein, je crois qu'on peut dire ça. Hein. Ouais. Ouais. Donc bon là il y a eu des discussions intensives qui ont eu lieu depuis la fermeture entre les autorités de la RPD et la direction de la station et l'OSCE, et donc Zakharchenko a annoncé que normalement la station devrait redémarrer soit aujourd'hui soit demain. J'ai pas eu de nouvelles que ça aurait eu aujourd'hui, donc peut-être demain. On va voir, situation à suivre. Donc suite à donc ça explique 5 blessés sur les 8 de la semaine. Les 3 autres, c'est une autre provocation, hein, parce que bon, ça leur a pas suffi hein, de tirer sur les employés de la station d'épuration. Oui. Le contraire aurait été étonnant, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc 2 jours après avoir fait déjà 5 blessés parmi des civils innocents qui leur ont strictement rien fait, le 19 avril vers midi, les snipers ukrainiens qui sont stationnés près de Marinka ont ouvert le feu sur un autobus rempli de civils qui était en train de franchir le point de passage de la ligne de front pour se rendre en République populaire de Donetsk. Donc il faut savoir qu'il y a un point de passage entre Marinka et Luganskoye, qui donc c'est au sud-ouest de Donetsk. Suite à ces tirs, 2 femmes et un homme, tous habitants de la RPD, ont été blessés, dont une femme qui a eu le fémur cassé par la balle qui est entrée dans sa jambe gauche. Donc la pauvre dame, elle a perdu beaucoup de sang aussi. Vraiment, c'est vraiment une sale blessure. Toutes les victimes ont reçu les premiers soins sur place hein, de manière extrêmement rapide et ont été envoyées à l'hôpital. Donc les 2 moins graves ont été envoyés à l'hôpital numéro 14 dans le district de Petrovski, qui est donc le district de Donetsk le plus proche de l'endroit où ça a eu lieu. La dame qui a reçu une balle dans la jambe, elle a été envoyée au centre de traumatologie de Donetsk pour être opérée, parce que bon, son état était quand même plus grave entre la perte de sang et la fracture hein, du fémur. Donc ils ont dû l'opérer pour lui poser ce qu'on appelle une orthèse, un implant en fait dans l'os pour pouvoir, parce qu'elle a vraiment l'os cassé d'une façon telle que c'est pas possible autrement, ils peuvent pas la plâtrer. Ouais. Donc la dame, elle a été interviewée par des journalistes. Donc elle a confirmé que les tirs venaient des positions où se trouvait l'armée ukrainienne. Donc voilà. L'armée ukrainienne dénie, hein. Il dénie et pour la responsabilité et pour les tirs sur les employés de la station d'épuration non c'est pas eux. Ils ont même pas le courage de leur saloperie. Non, ce serait trop leur demander là quand même, faut pas exagérer. Donc elle a été prise en charge carrément par le directeur adjoint du centre de traumatologie.
qui d'ailleurs a confirmé que depuis peu les victimes civiles des tirs de l'armée ukrainienne se multiplient et de plus en plus sont soignées dans ce centre spécialisé de Donetsk. Toutes ces provocations ont eu lieu en pleine visite du chef adjoint de la mission de l'OSCE, Alexander Houg. Il y a pas mal de gens qui se demandent à quoi ça sert tous ces tirs. Je pense que ça peut être pour provoquer des tirs en retour de la part de l'armée de l'RPD, en mettant en colère les soldats, puisque je rappelle qu'en tirant sur des citoyens de l'RPD, ils tirent sur potentiellement des proches de soldats, et le but c'est de provoquer de la colère et de pousser les soldats à tirer en retour. Certains analystes pensent que l'Ukraine veut ainsi sortir du format de négociation de Minsk pour obtenir un format plus avantageux pour Kiev, qui espère toujours pouvoir faire venir des casques bleus comme force d'invasion pour récupérer militairement le Donbass. Enfin, comme on peut le voir, Kiev applique pas plus les accords de Minsk que la Convention de Genève qu'elle a signée, quand même, je le rappelle. Voilà. Et puis moi, je trouve surtout que ça en dit beaucoup sur la conception, la vision que les soldats ukrainiens ont des civils du Donbass qui sont soi-disant venus libérer. Des libérateurs comme ça, je sais pas s'ils vont être vraiment accueillis en libérateurs ici. Quelques petits doutes quand même. On a la même imposture en Syrie avec les opérations militaires pour soi-disant aider le peuple syrien à résister aux bouchées de Damas. Voilà. Il y en a vraiment qu'il faut qu'ils arrêtent la novlangue. Ça. Mais là, on est dans la perfidie la plus totale. C'est vraiment c'est diabolique. Si ces mecs-là pensent vraiment qu'ils sont des libérateurs en faisant ça, il faut vraiment être taré. Je pense qu'ils y croient même pas. J'en discutais aujourd'hui avec. Donc j'étais aujourd'hui à Promka, donc entre Yassine Vataya et Avdeyevka. Et j'ai discuté avec les soldats qui me disaient. Pour eux, c'est complètement incompréhensible le fait que les soldats ukrainiens arrivent à tirer comme ça sur des civils innocents. Les gars me disaient. Voilà, nous, notre officier, non, à partir du moment où c'est pas quelqu'un qui a une arme, etc., c'est niette, quoi. C'est la. Pour ça, il faut avoir une morale. Pour ça, il faut avoir une morale, mais il semble que de l'autre côté, ils en sont pas dotés. Autre chose dont ils sont pas dotés, semble-t-il, c'est toujours des officiers, puisque. Des soldats et des officiers, comme on en parlait la semaine dernière. Donc, ça se poursuit, leur déficit, ça s'améliore toujours pas. Donc là, par exemple, les services de renseignement de l'RPD ont reçu des renseignements concernant les rotations et les réorganisations de l'armée en cours. Donc, entre autres, le fait que la 56e brigade d'infanterie motorisée, qui s'entraîne actuellement à des exercices de coordination des combats, à des effectifs qui sont à peine de 57,5% de ce que ça devrait. Tout va bien, fuyons. Tout va bien. Donc ils ont décidé de la renforcer avec des combattants de la 57e brigade, sauf que eux ils sont actuellement sur le front et que normalement ils se préparent pour une rotation, c'est-à-dire pour enfin partir du front, parce que ça fait 6 mois qu'ils sont là. Qu'en plus les soldats qui sont là-bas sont pas consentants, qu'on leur demande pas leur avis pour les transférer dans une autre unité. Comment faut-il s'en étonner? Voilà. Donc ils ont déjà passé 6 mois dans les tranchées, ils vont y rester encore au moins de nouveau 6 mois, quoi. Voilà, tellement il n'y a pas de soldats ukrainiens. Donc, comme on peut voir, toutes les grandes déclarations des autorités de Kiev, en fait, ils ont une armée importante, forte et bien équipée. Ça se fracasse un peu sur le mur de la réalité, quand même, sur le fait que personne ne veut rentrer dans cette putain d'armée, quoi. Ils en veulent pas, quoi. En France aussi, on a eu ce genre de discours il n'y a pas longtemps, suite aux frappes contre la Syrie, frappes militaires. Soi-disant avec une opération parfaitement réussie. Oui. Écoute, le déni à ce point-là, je ne sais pas si c'est très intelligent parce que à un moment donné, ça finit par se voir quand même. Macron, il y a quand même beaucoup de gens qui se foutent de sa gueule sur les réseaux sociaux quand même. Ouais. Est-ce que il fait mine de pas les voir
Autre problème majeur dans l'armée ukrainienne, c'est celui du nombre d'officiers. Toutes les tentatives des dirigeants militaires ukrainiens de recruter des officiers sous contrat pour compenser, donc les pertes d'officiers qui se sauvent. Bon, pour l'instant, ça marche pas des masses. Principalement dû au fait que les sergents et les soldats servent dans l'armée non pas pour protéger leur état, mais pour simplement avoir une solde, un salaire ou des avantages matériels, puisque tu obtiens un certain nombre d'avantages une fois que tu as servi dans ce qu'ils appelaient jusqu'ici la zone de l'opération antiterroriste, ou simplement pour échapper aux poursuites pénales pour des crimes commis antérieurement. Donc bon, leur motivation, c'est pas franchement la défense de l'Ukraine. Résultat, selon une enquête anonyme menée chez les soldats des forces armées ukrainiennes en mars, dont les résultats ont fuité, plus de 70% des sergents prévoient de prendre leur retraite de l'armée immédiatement après avoir reçu le droit aux privilèges accordés aux participants de l'opération antiterroriste. 70%. Eh bien. Les sergents, voilà. Résultat, le commandement des forces armées ukrainiennes, lorsqu'il s'est lancé dans une petite analyse du plan de sélection des militaires pour les former à devenir officiers, parce que donc, je rappelle qu'ils avaient ce plan foireux de prendre plein de sergents pour leur proposer de passer officier grâce à une petite formation éclair, mais ça marche pas des masses. Ils avaient prévu d'ici la fin du mois de mars de sélectionner 586 candidats à l'admission, avec comme condition obligatoire d'avoir participé à l'opération antiterroriste. Ils ont réussi à en recruter que 22% de l'objectif. C'est peut-être parce que les autres se disent que peut-être que le grade est supérieur, le salaire pas sûr. Quant aux responsabilités en cas de crime de guerre, par contre là... Donc il y en a que 130 qui ont accepté la proposition. Donc résultat, le seul moyen pour remplir les écoles d'officiers, les commandants ukrainiens ont envoyé leurs sergents à des cours de formation avancée de 2 mois, à la fin de laquelle ces officiers juniors, donc ils ont vraiment des officiers jeunes, puis qui sont dans des rangs inférieurs, quoi, peuvent occuper directement des postes de commandant de peloton et de commandant adjoint de régiment, quoi. Donc on catapulte des sergents au bout de 2 mois de formation comme commandant de peloton ou commandant adjoint de régiment. Tout va bien. Comment préparer une débâcle future? Oui. C'est-à-dire plus ou moins ce qu'a dit Bassourine quand il a parlé de ce plan foireux, en disant que certes ça réduit le coût de financement de l'armée dans la zone d'occupation, mais ça réduit aussi le niveau de professionnalisme des unités. Et il dit que les instructeurs étrangers pourront rien faire pour enrayer ce désastre, parce que là vraiment des sergents qui se retrouvent à des postes d'officiers avec à peine 2 mois de formation accélérée, c'est n'importe quoi. Donc ça va pas être terrible. Je pense que leur offensive c'est quand même bien hypothéqué quand même. Je vois pas comment ils vont réussir leur truc là. C'est mal barré. Et alors en plus ces sergents qui se retrouvent catapultés à des postes d'officiers sont souvent eux-mêmes des initiateurs de divers crimes, violations de règles et business pas très légaux. Donc ils ont dû oublier la partie de la formation sur le fait que le matériel de l'armée appartient à l'armée. Eh bien écoute, on n'a que ce qu'on mérite, je veux dire, si Poroshenko pensait qu'il allait avoir finalement une superbe armée, super équipée, super compétente. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors l'un des exemples qui était cité par Bassourine, c'est donc là le 6 avril, il y a une commission qui du commandement opérationnel des forces armées ukrainiennes qui a débarqué là-dedans, qui a débarqué entre autres dans la première brigade de chars d'assaut dans la région de Tchernigov, et il a voulu vérifier les conditions de stockage, l'état des dossiers et la disponibilité donc des protections dynamiques NOSH, donc couteau, si on traduit en français, des chars Boulat, donc les T-64 BM qui sont en service dans cette brigade. Alors, suite à l'inspection, ils ont découvert qu'il y a 43% des pièces qui manquent. Soit 5748 pièces de protection de chars d'assaut qui sont manquantes. Mais c'est sûr, ça sera une très grande réussite l'offensive finale. Il n'y a pas de doute.
Mais dans Alors, l'autre donc sens, hein. ils ont découvert que tous ceux qui sont manquants ont été soit volés, soit perdus lors de récents exercices avec la brigade. Donc les mecs, ils font des exercices sur polygone, ils perdent des morceaux de protection de leur char, ils les récupèrent pas. Eh bien. Voilà. Et il y a aussi des vols assez massifs. Et en fait, ils ont enquêté un peu plus profondément. Et ils ont découvert que toutes les pénuries, toutes les absences de pièces sont toutes dans des unités qui sont commandées par des sergents, qui ont été donc catapultés officiers au bout de la formation express. Dans toutes les unités qui sont gérées par des vrais officiers, il n'y a pas de pièces manquantes. Eh bien. Voilà. Et ça, c'est juste un petit exemple, c'est-à-dire juste ces histoires de protection dynamique de chars d'assaut. D'accord ? Mais c'est valable pour tout le reste. Les armes, les munitions, les pièces d'équipement, et ce, dans toutes les unités de l'armée ukrainienne. Elles sont toutes dans cet état-là. Donc, tu imagines le jour où les javelines vont arriver dans l'armée ukrainienne. Ah bah ils seront repartis, vendus, je sais pas où, hein. C'est sûr, hein. Bah, ils finiront avec certains des Tomahawks qui ont été envoyés à Moscou, là. Oui, peut-être, oui. Il y a certains des missiles là, que les Occidentaux ont tirés en Syrie qui n'ont pas explosé. Ils ont été récupérés par les Syriens qui les ont fournis aux Russes et ils les ont directement envoyés à Moscou pour étude. Bravo les mecs. Et voilà, c'est un exemple extrêmement intéressant pour montrer à quel point la corruption et la méchanceté gratuite, la fourberie finit par se payer très cher pour ceux qui se laissent aller dans cette direction-là. Parce que Poroshenko a donné quand même l'exemple, hein, comme corrompu, comme type sans foi ni loi. Voilà. Et comment veux-tu que le reste de la population se comporte différemment quand il a comme exemple un type pareil? Ça peut pas marcher, quoi. Voilà. Si on regarde maintenant la partie politique, accord de Minsk, donc il y a des discussions qui ont eu lieu à Minsk au sein du groupe de contact sur les questions humanitaires pour la question des retraites. Et bien entendu, la Croix-Rouge s'était proposée en fait de servir d'intermédiaire pour permettre le versement des retraites aux résidents du Donbass. Et bien entendu, les représentants ukrainiens au sein du groupe de contact ont refusé. Donc c'est l'attaché de presse de Denis Pouchiline, Victoria Talakina, qui a dévoilé cette histoire. Donc la RPD avait donc fait une proposition pour demander donc l'aide des organisations internationales pour ce paiement des retraites. La Croix-Rouge avait répondu à l'appel en suggérant donc de se baser sur le système de paiement aux retraités à mobilité réduite où on utilise des intermédiaires pour pouvoir les atteindre parce que ces gens-là peuvent pas aller chercher leur retraite. Donc ils avaient l'idée de se servir de ce système-là comme base pour développer un truc plus étendu pour tous les retraités du Donbass. Et bien entendu, de manière extrêmement prévisible, la partie ukrainienne a dit que c'était impossible de déléguer le pouvoir de paiement des pensions à un tiers, ce qui est une connerie monumentale. La porte-parole a aussi déclaré que toutes les suggestions concernant l'ouverture de banques mobiles sur la ligne de contact ou la relance de la banque d'État ukrainienne ou de chat de banque ou d'ouvrir des bureaux dans certaines villes ou de bureaux de banque au point de contrôle ont tout été négligés par le côté ukrainien en mode c'est juste pour le c'est juste pour le spectacle, quoi, tu vois, enfin, vraiment, voilà, donc, la Croix-Rouge, elle, en tout cas, était vraiment prête à faire cet effort-là, de jouer cet intermédiaire de confiance, et la RPD était vraiment pour, ils étaient vraiment de ce côté-là, et le plus dingue, c'est que le chef de l'administration militaire et civile, côté ukrainien, de la région de Donetsk, lui, trouvait que qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que la Croix-Rouge assume ce paiement. Donc, on a une dissonance cognitive entre certaines autorités ukrainiennes et d'autres, quoi. Donc, entre les représentants de Kiev à Minsk et puis là, le chef de l'administration militaire et civile de la région de Donetsk côté ukrainien, ils sont pas d'accord, quoi. Tu vois, c'est déjà magnifique quand même. Ah oui, oui. Donc, c'est une très belle. Elle est très bien organisée, la société ukrainienne, il n'y a aucun doute. Non, c'est un beau bordel. Côté RPD, on va reparler un peu du dossier du MH17, puisque hier, le bureau du procureur général de la RPD a remis aux Pays-Bas des restes humains que l'on pense appartenir aux victimes de la catastrophe du MH17. Je rappelle qu'il s'est écrasé dans le nord-est de la République populaire de Donetsk en juillet 2014.
C'est la mission de surveillance de l'OSCE qui a supervisé le processus de transfert des restes dans son bureau de Donetsk. Je rappelle que c'est notre collègue américain, le journaliste Patrick Lancaster, qui avait découvert ces restes humains sur le lieu de l'accident près de Grabovo en décembre de l'année dernière. Le bureau du procureur général de RPD avait alors immédiatement proposé donc de remettre les restes et ses propres conclusions aux Pays-Bas. Donc hier, ça a été fait, donc en présence donc d'Alexander Hoog qui se trouvait en RPD pendant ces 2 jours. Donc on en a profité pour qui sert d'intermédiaire pour que on puisse pas dire que non, c'est pas vrai, les restes n'ont pas été remis. Voilà, l'OSCE a servi de témoin. On rappelle qu'il y a eu 2 journalistes néerlandais, je crois. Ouais, donc les journalistes néerlandais, ils avaient été arrêtés à leur descente de l'avion à l'aéroport à Amsterdam. Leur matériel a été entièrement saisi, ils n'ont jamais pu le récupérer parce que bon, ce qu'ils disaient, ce qu'ils avaient découvert, c'était pas très très plaisant quand même pour le JIT, entre autres le fait qu'il y avait toujours des restes humains. Donc ça veut dire que le travail de nettoyage du champ n'avait pas été bien fait. Ce qu'ils avaient découvert en termes d'enquête démontait complètement l'enquête du JIT, donc, donc ça continue. Ouais. On continue dans les bêtises, quoi. Si on regarde la situation en Ukraine, le déficit commercial de l'Ukraine a encore augmenté de 61% en février, de mois à mois. Donc il a atteint désormais les 457 millions de dollars en février, en hausse de presque 61%, donc par rapport aux 284 millions de dollars du mois précédent. Donc ça vient du service des statistiques d'État ukrainien. Donc pas vraiment un truc de propagande pro-russe. C'était publié le 16 avril. Les statistiques douanières provisoires pour le premier trimestre 2018 annoncent même que le déficit commercial continuera à augmenter jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour le trimestre, soit environ 70% de plus qu'il y a 1 an. Mais à part ça, tout va bien en Ukraine. L'Ukraine va mieux. Ah ben, pour visiter les fonds abyssaux des océans, de la catastrophe économique, c'est clair que là... Oui, ils sont bien partis, oui. Ah oui, oui. Aucun problème. En plus de ça, Poroshenko doit faire face au mécontentement des marins ukrainiens qui, après avoir suivi les ordres et quitté la Crimée en 2014, donc c'est la minorité de marins qui a refusé de rester et de devenir russe, donc ceux qui sont partis pour l'Ukraine en suivant bêtement les ordres se retrouvent sans logement puisque le leur se trouve sur la péninsule et qu'en 4 ans, Kiev n'a rien fait pour leur en fournir un nouveau. Donc ces marins en colère ont donc écrit une lettre ouverte à Poroshenko où ils lui demandent de prêter attention à cette situation et à les doter d'un logement pour compenser celui qu'ils ont dû abandonner en Crimée. Une lettre signée par 35 soldats dont la majorité sont des officiers supérieurs. Ils ont menacé de retourner en Crimée une fois leur service fini et de prendre la nationalité russe pour récupérer leurs biens qui se trouvent sur la péninsule s'ils ne sont pas exaucés. Mais enfin bon, vu l'état des finances de l'État ukrainien, puis comme on l'a dit plus haut, que c'est pas parti pour s'arranger. Oui. Les analystes qui ont été interrogés sur ce sujet sont plutôt pessimistes sur la capacité de Kiev à satisfaire cette demande, ce qui pourrait aboutir à un drôle de scénario. Oui, je peux imaginer facilement que Poroshenko décide de tous les envoyer en prison pour envisager de partir en Crimée et adopter la nationalité russe. Parce que là, ça serait un camouflet énorme. Énorme. Et alors, pendant ce temps-là, Kiev nous est offert cette fois-ci par Anatoly Matios, le procureur général militaire ukrainien, qui a déclaré, accrochez-vous tous, accrochez-vous à votre siège, parce que franchement, c'est tellement énorme. Alors, c'est quand même un mec plutôt sérieux d'habitude, Mathios. J'ai pas pour habitude de l'avoir dans la série des clowns, quand même. Oh bah, il a dû manger des chocolats magiques, ça me paraît évident. À mon avis, il a été invité chez Porky, ouais, à mon avis. Parce que là, il a déclaré comme à la TV ukrainienne que la puissance militaire des armées de la RPD et de la RPL dépasse celle des armées des États européens. Ah. Ouais, je cite. Attends. Il a dit, je cite, ce n'est pas un secret que la puissance militaire et le contingent militaire des 2 corps d'armée avec toutes les unités rattachées aux armées de la RPD et de la RPL sont supérieurs au contingent de la plupart des pays européens en termes de nombre total d'équipements militaires, de pièces d'artillerie, de chars et de véhicules blindés. Ceci dit, ce serait pas faux,
si on compte la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, enfin quand le Luxembourg... non mais c'est ça, non, mais, franchement à un moment c'est un peu... non mais de la plupart des pays européens, s'il vous plaît, il faut arrêter les conneries 5 minutes quoi. Je veux dire, si tu vois la taille de l'RPD, de l'RPL... Oui mais attends, peut-être ce sera vrai après le prochain chaudron. Après le prochain chaudron, peut-être quand on aura piqué encore plus de matériel à l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, Mathios a ajouté qu'il ne fallait pas se faire d'illusions sur le fait que les chars ukrainiens seraient en mesure d'aller jusqu'à la frontière russe. Il a dit, si vous ne tenez pas compte de ce facteur, donc de cette puissance militaire supposée des armées de l'RPD et de l'RPL, on peut avoir l'illusion, donc c'est ce qu'il appelle une route à sens unique, c'est-à-dire, en gros, c'est un grand boulevard libre. Non, mais non. Donc, il a dit, faut pas rêver. Aller jusqu'à la frontière russe, ça sera pas une sinécure et ça sera peut-être même certainement pas possible. Oui. Non mais bon, alors non mais Anatoly, non mais vos délires comme quoi on a plus de 400 chars, vous pouvez arrêter vos conneries, s'il vous plaît. Enfin, vos délires sur le nombre de chars, etc. qu'on a. Oui, on vous en a piqué plein. Oui, je sais, ça vous fait mal à une certaine partie de votre anatomie sur laquelle normalement on est censé s'asseoir, mais c'est pas une raison pour aller raconter des conneries pareilles. Bah, c'est-à-dire que c'est peut-être c'est une déclaration pour essayer de revaloriser en fait l'armée ukrainienne, parce que comme ça les gens se disent ah bah oui finalement ça explique pourquoi ils ont pris une raclée à 3 reprises. Enfin, bon. Après des Baltsevo, ouais, on leur a les RPD, les RPL ont récupéré à L2 plus de 400 véhicules blindés de toutes sortes. Donc, mais c'est 400 véhicules blindés de toutes sortes. C'est-à-dire, t'as du char d'assaut, t'as du véhicule de combat d'infanterie, t'as du véhicule de transport de troupes blindées et d'autres trucs du genre. Tu vois, c'est pas juste des chars. Des chars, quoi. Puis bon, t'en as qui étaient pas non plus en très bon état. Il y en a qui ont été cannibalisés quand même pour servir à réparer d'autres, tu vois. Donc, je veux dire, non, faut arrêter les conneries. Non. À part effectivement face à des États comme le Luxembourg, non, les RPD, les RPL n'ont pas plus de chars que la plupart des pays européens. Faut arrêter les conneries 5 minutes. Hein? Non, parce que si tu me dis que les RPD et les RPL ont plus de chars que la Pologne ou... Bon, je vais pas prendre l'Allemagne parce que l'Allemagne, ils en ont pas beaucoup. La France, ils en ont pas des masses non plus, mais enfin, il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus. N'en dis pas plus parce qu'on va finir par se demander s'il dit pas la vérité au final. Parce que c'est vrai que les chars en état de marche. Je sais que l'Allemagne, ils en ont pas beaucoup, mais la Suisse, par exemple, la Suisse a beaucoup plus de chars que l'Allemagne. Donc, bon, je veux dire, les RPD et les RPL ont pas plus de chars que la Suisse, quoi. Je veux dire, arrêtez les conneries, quoi. Enfin bon. C'est peut-être pour revaloriser l'armée ukrainienne, je sais pour pas, expliquer les 3 raclées qu'elle a prises. C'est peut-être que Mathios, en personne un peu intelligente et lucide, se dit bon, il y en a marre d'envoyer nos gars au casse-pipe, autant les démoraliser un bon coup pour que personne n'y aille, parce que je crois qu'il va venir le chaudron futur à 20 km. Et je sais pas, mais c'est vrai que franchement tu te poses des questions, parce que là franchement ça ressemble à ce qu'avait sorti Poroshenko, qui nous avait sorti qu'on avait 600 chars d'assaut. Non, on n'a pas 600 chars d'assaut, les mecs, faut arrêter les conneries, quoi, je veux dire. On n'a pas 600 chars d'assaut, quoi. Non, c'est là, faut arrêter les conneries, quoi. Là, faut arrêter les grosses conneries. Donc là, par rapport à la plupart des pays européens, non, je veux dire, faut pas prendre des pays comme l'Allemagne comme exemple, parce que l'Allemagne a été quand même fortement démilitarisée ces dernières années. Mais si tu prends d'autres pays, tu regardes les rankings d'armée, tu prends les Britanniques, tu prends les Polonais, etc. Les Britanniques avec ou sans les voitures blindées là, qui arrivaient même pas... les Saxons, là, non, ça, ils les ont fourgués aux Ukrainiens. Ils s'en sont débarrassés. Non, mais voilà, je veux dire, faut regarder. Donc, quand il dit de la plupart des pays, si c'est de certains pays européens, j'aurais encore presque pu accepter l'argument. Mais de la plupart des pays européens, faut arrêter les bêtises. Les RPD et les RPL n'ont pas plus de chars, de pièces d'artillerie et de véhicules blindés que la plupart des pays européens. Il faut arrêter les âneries 5 minutes.
ça devient ridicule. Non, mais c'est ça, il a dû... Non, c'est ça, il a dû avoir une À livraison mon avis, il a de... été invité chez Poroshenko pour qu'il ait dit j'en ai marre d'être le clown dans le site web de Christelle et Tom. Vas-y, tiens, je te donne des chocolats magiques, puis après tu vas à la télé, et comme ça tu me remplaces parce que j'en ai assez. Bon, il nous a fait une autre belle connerie, mais je l'ai vu passer juste avant qu'on fasse le site rep. Il s'est adressé au patriarche de Constantinople pour essayer de faire légaliser l'église orthodoxe d'Ukraine. Ils ont d'ailleurs voté à la Rada pour ça. Ils ont voté pour la création d'une église officielle orthodoxe ukrainienne. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Peskov, donc le porte-parole de Poutine, a dit mais enfin aucune autorité séculaire ne peut mettre en place ce genre de choses. C'est des histoires religieuses, ça n'a rien à faire avec le gouvernement ukrainien, enfin je veux dire, et c'est là que tu vois que ces histoires d'église orthodoxe d'Ukraine sont complètement politisées d'une manière absolument malsaine. C'est pas à la Rada de décider de créer une église orthodoxe d'Ukraine, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Bah, ça prouve une chose, c'est que cette version ukrainienne de l'église orthodoxe est instrumentalisée contre la version russe, moscovite de l'église orthodoxe. Sans doute pour justifier le racket, la récupération violente des églises et des paroisses côté ukrainien, ce qui est assez inquiétant. Bon, j'ai pas mis pendant ce temps-là à Kiev parce que c'était très très court, mais on peut glisser aussi vite fait le fait que actuellement les experts ukrainiens qui en 2014-2015 disaient que la Russie n'arriverait pas à construire un pont allant vers la Crimée sont actuellement la risée de tous les réseaux sociaux parce que maintenant que le pont est presque terminé, puisque je rappelle que les premières voitures devraient normalement pouvoir circuler sur le pont dès le mois de mai. Et donc résultat, tout le monde se fout de leur gueule. Les techniciens se sont fendus d'un petit message sur le panneau d'affichage au moment des tests. Bon, à mon avis, c'est un Photoshop le truc, mais c'est bien fait. Où ils ont écrit, donc on mettra la photo et donc je vais traduire parce que c'est écrit en russe. Ils ont dit vous roulez sur le pont que les experts ukrainiens ont dit que la Russie ne pourrait jamais construire, donc roulez prudemment. Avec l'affichage 40 km à l'heure, travaux, etc. Enfin, ils verront la photo, nos vidéos spectateurs. On mettra la photo. Donc là, ils sont tous en train de se foutre de la gueule des experts ukrainiens qui te disaient que techniquement, c'était impossible, que la Russie n'était pas en capacité de le faire, etc., etc. Donc le pont a été construit, il tient debout et il sera en état de fonctionnement très très bientôt. Donc bon, je pense qu'il y a des experts ukrainiens qui vont pouvoir aller pointer au chômage. Enfin, normalement, c'est là qu'ils devraient aller, parce que je veux dire, pour avoir sorti des conneries comme ça, quand même. Ils iront fabriquer des chocolats dans les usines à Poroshenko. Poroshenko, ouais. S'ils sont aussi bons pour fabriquer des chocolats que pour sortir des expertises, c'est un peu inquiétant quand même. Mais bon. Ou alors entraîner des sangliers pour remplacer les soldats qui peuvent pas aller ou qui sont pas allés sur le front. Voire même engager des sangliers comme officiers, au point où ils en sont. Oui. Des petits gruis comme officiers, ça va être mignon. Absolument. J'en peux plus. Franchement, tu vois là, le truc en Ukraine, enfin, tu vois le pays qui s'enfonce jour après jour dans la connerie la plus crasse et tu te demandes comment ça va se terminer. Franchement, tu vois ça, tu te dis, mais je comprends pas comment le peuple ukrainien peut laisser faire cette gabegie. Mais bon, en attendant, comme on peut le voir ici, la situation s'arrange pas. Je rappelle donc le 30 avril, on arrivera donc à la fin de l'opération antiterroriste et le début de cette opération des forces interarmées, qui va donc commencer en plein contexte en plus des fêtes de mai, puisqu'au mois de mai on va avoir la parade de la victoire le 9, enfin déjà la journée, donc le 1er mai, la fête du travail. On va avoir donc la fête de la victoire le 9 mai, le jour de la République le 11 mai. Donc ça risque de nouveau d'être assez tendu. Donc situation à suivre, bien entendu. Et pendant ce temps-là, en tout cas, la RPD et la RPL continuent de se développer, continuent de travailler ensemble. Donc là, ils sont en train d'abolir complètement les
les taxes de douane entre les deux républiques. La RPL a même unilatéralement enlevé ses blocs-postes à la frontière avec la RPD, donc ça progresse bien, ça aussi. Donc, on continue notre petit bonhomme de chemin dans notre coin, et puis on verra bien sur quoi ça débouche. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain SITREP. Merci Christelle de toutes ces informations. Effectivement, à la semaine prochaine. Sauf si évidemment il y a quelque chose de grave qui se produit. Dans quel cas on fera un SITREP exceptionnel. Voilà. À la semaine prochaine, à samedi prochain. Merci Christelle. Au revoir. De rien. Au revoir.